Donc du coup, on ne va pas voir ça immédiatement parce que c'est après étude qu'on va vraiment comprendre cela. Pourquoi? Sadio Mané aujourd'hui, c'est 32 ans. Même sa façon de jouer avant, quand il regarde ses vidéos, il se regarde aujourd'hui, lui-même il rit d'abord. Comme il est positionné du côté gauche, il a la possibilité de facilement faire les gestes avec le pied gauche, d'où il trompe son adversaire. Quelle est la relation qu'il devrait avoir entre un ailier Et son arrière. Très heureux de vous retrouver de nouveau pour votre émission On Sport Talk consacrée à l'analyse et au décryptage des performances sportives africaines. Aujourd'hui, on s'intéresse à la légende sénégalaise Sadio Mané. On décortiquera le jeu de l'attaquant sénégalais aux côtés du coach Talla Chris Joël Diti qui est là pour partager également son expertise avec nous. Bonjour coach. Bonjour Eric. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, plus ou moins, nous allons très bien. Donnez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, donnez-moi 3 mots pour caractériser Sadio Mané. Vif, intelligent, déterminé. D'accord, on entre donc dans le vif du sujet avec ces caractéristiques du coach Talla qui va nous accompagner tout au long de cette émission pour nous éclairer sur le jeu de la star sénégalaise qui évolue actuellement du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Mais dans cette production, on va s'intéresser à son prime et vous le savez, c'est lorsqu'il était le joueur de Liverpool sous les ordres de Jürgen Klopp. On débute par les qualités du joueur. On passe à l'observation tactique concernant le jeu de Sadio Mané, comme je le disais, sous les ordres de Jürgen Klopp, le technicien allemand. La vitesse, ça fait partie des caractéristiques que le coach Talla a évoquées et dans mes petits papiers, ça se retrouve également. Il faut dire que cette capacité est sans contexte l'une des plus grandes qualités de Mohamed Salah. Sans le ballon, son explosivité est essentielle au pressing haut qui étouffe les adversaires. Et on le connaît, c'est l'une des spécificités du travail de coaching de Jürgen Klopp lorsqu'il était du côté des Rams de Liverpool. Je reviens à vous, coach. Lorsque vous détectez la vitesse chez un joueur, comment travaillez-vous avec lui? La coordination, la compréhension du jeu, le déplacement, comment ça se fait? Déjà, merci de me donner la parole, Hervé. Déjà, chez les jeunes, ce qui est sûr chez un jeune, s'il a la vitesse, il y a certains éléments qui la manquent. Et maintenant, pour associer la vitesse avec l'autre élément, il faut le travailler. Maintenant, pour qu'il soit plus coordonné, puisque la vitesse seulement ne fait pas l'affaire, il doit être plus coordonné. Il y a des techniques de coordination qu'on doit travailler et améliorer encore davantage sa vitesse. Parce que le but n'est pas seulement d'être rapide, mais le but est de comment je dois faire pour être rapide. De quel côté, quel sens je dois aller, quel est mon sens d'orientation avec la vitesse que j'ai, la maîtrise que je dois avoir avec cette vitesse. Et surtout, l'un des éléments, est-ce qu'il y a une... Enfin, c'est clair qu'il y a une différence, mais je vais savoir laquelle. La différence entre la course sans ballon et avec ballon. Comment est-ce que ça s'interprète dans les séances de jeu? À quel moment il faut qu'un joueur court sans ballon et à quel moment il est nécessaire pour lui d'être La vif course avec le sans ballon? ballon, c'est un appel. Il fait un appel de balle, on met. C'est une course sans ballon. La course avec le ballon, c'est quand il veut éliminer son joueur. Ça, c'est une conduite. Ça entre dans la conduite de balle. C'est où il y a la différence. Parce que la course sans ballon, il est en train de faire l'appel, on va mettre dans sa course. Maintenant, quand il a le ballon, il a de faire une conduite pour atteindre le but. Et maintenant, dans l'imagerie populaire, et je fais partie de cette imagerie-là, car n'étant pas comme vous expert avec des diplômes de coaching. Lorsqu'on a un joueur vif comme Sadio Mané, quelqu'un comme moi, qui n'est pas forcément dans le coaching, se dit que le système adapté, c'est
contre-attaque. C'est-à-dire qu'on attend, on absorbe l'adversaire et dès qu'on a le ballon, on joue simplement sur la vitesse des joueurs comme Sadio Mané. Oui, des fois, les entraîneurs, lorsqu'ils ont des joueurs comme Sadio Mané, ils profitent de leur vitesse pour jouer des contre-attaques. C'est aussi un style de jeu, mais aussi en attaque. L'attaque rapide n'est pas différente de la contre-attaque, en quelque sorte. Mais en attaque placée aussi, ça pourrait nous aider. Avec sa vivacité, son agilité, sa capacité de démonter le ballon dans les intervalles. Et maintenant, pour jouer en contre-attaque avec des joueurs comme Sadio Mané, parce que moi j'en ai utilisé avec Orex Club de Douala. Il faut que le joueur qui est à la base en train d'attendre le ballon, il doit être extrêmement vif et rapide, plus que le défenseur qui est autour de lui. Il doit tout faire pour jouer ce joueur. Ça entre dans le fait d'où pendant les Jeux Olympiques, la finale France-Espagne, les Jeux Olympiques de Paris qui sont passés, la finale France-Espagne, le dernier but que l'Espagne prend, que la France prend, c'est parce que l'attaquant français, l'attaquant espagnol était vif à mort. Passe décisive du gardien. Passe décisive du gardien. Il a battu le défenseur en vitesse des parties. Là, c'est où on appelle la contre-attaque. Ils sont basés pour la contre-attaque. Donc, c'est parce que les joueurs comme Sadio Mané, nous, on exploite cette vitesse-là pour entrer dans la contre-attaque. Et c'est très bien. D'accord. Au début de l'émission, on a parlé de Sadio Mané sur Jürgen Klopp. Il faut dire que le technicien allemand a positionné le Sénégalais sur le côté gauche. Sachant que Mané, c'était un joueur très agile, capable de changer de direction et de se déplacer rapidement vers l'intérieur du terrain avant de faire des passes pour combiner avec ses adversaires et de constituer une menace dans le but. Ça, c'est en quelque sorte, en résumé, ce que j'ai vu des rapports offensifs de Sadio Mané. Maintenant, ma question, coach, est de savoir quelles sont les qualités d'un bon ailier gauche et qu'est-ce qui prédispose à ce poste. Les qualités d'un bon ailier déjà, il doit être technique, percutant, intelligent, avoir la capacité d'éliminer un contre un. J'ai l'impression que vous décrivez Sadio Mané. Naturellement, parce que ce sont ses qualités phares. Avec ces qualités phares, c'est normal qu'il ait juste le côté. Et la différence maintenant avec Sadio Mané et Salah, c'est que Mané a la possibilité de facilement jouer de son pied gauche. Malgré que ce n'est pas de son pied gauche. Il est droitier. Comme il est positionné du côté gauche, il a la possibilité de facilement faire les gestes avec le pied gauche, d'où il trompe son adversaire. Mais on a besoin de sa percussion parce qu'il va vivolter, il va faire semblant, il va entrer, il va frapper. Et maintenant, la différence entre les deux, c'est que Sadio Mané, avec toute l'agilité, la force, la détermination qu'il a, il ne percute pas seulement pour faire un feint et entrer et faire pour envelopper le ballon. Non. Il a la possibilité de percuter sur le côté et faire un centre avec le pied gauche. D'où on a déjà vu à plusieurs fois. Et c'est la différence qu'il y a avec l'autre. Et c'est ça qui lui donne toute sa capacité énorme qu'il a là. Parce qu'il est intelligent dans la tête et il utilise toute sa force pour jouer. Et maintenant, ma deuxième question, qu'est-ce qui prédispose un joueur à ce poste? Donc, quelles sont les qualités qu'on devrait avoir pour être un ailier performant? Je dis, au-delà de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vif, maintenant, si on a par exemple un joueur, vous avez parlé, je suppose que dans le football moderne, c'est difficile d'avoir un joueur qui ne joue qu'à un seul poste. Maintenant, si vous avez par exemple un attaquant qui a un profil de fixation et que vous voulez le mettre comme ailier gauche, qu'est-ce que vous allez travailler à l'entraînement avec ce joueur-là? Déjà, ce joueur doit avoir une qualité technique d'éliminer son vis-à-vis direct facilement. Ça, c'est un ailier déjà. Maintenant, je travaille avec lui les percussions. Les percussions, comment?
la capacité de fixer et se rabattre sur le côté pour faire le centre, soit pour faire le centre, soit pour envelopper, pour qu'on puisse jouer de la tête. Vous avez évoqué le centre à plusieurs reprises. Est-ce à dire que le premier travail d'un ailier, c'est le centre? Oui, D'abord le centre. c'est pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi il est là. Parce qu'il doit rabattre les ballons pour ceux qui sont dans l'axe de jeu pour jouer. Mais maintenant, dans l'intelligence de jeu, dans son intelligence de jeu, il peut comprendre. Ce n'est pas à tout moment que je fais le centre. Si j'ai fait le centre une fois, deux fois, la troisième fois, il va comprendre que je veux faire le centre. Maintenant, dans mon intelligence de jeu, je ne fais pas le centre. Je fais comme si je veux faire un centre, je percute, je pousse le ballon, j'entre dans la surface, je mets un petit ballon pour le pénalty. Maintenant, le centre, c'est que j'ai le centre. Il y a plusieurs manières de centrer. Ce n'est pas seulement de lever le ballon. Même ballon en retrait, c'est un centre aussi. Mais juste que c'est au sol et je suis dans la surface. Donc, il y a plusieurs façons de jouer de ce côté. Et maintenant, quelle relation l'ailier devrait avoir avec son arrière? Avec son latéral. Son latéral, autant pour moi. Bon, je pense que arrière latéral, c'est la même chose. Oui, arrière gauche. Voilà. On utilise plus les thèmes arrière gauche, arrière droite. Exactement. Donc, quelle est la relation qu'il devrait avoir entre un ailier Et son arrière. Déjà, c'est un poste complémentaire. Vous avez dit, C'est un poste. les deux peuvent se retrouver, Les deux peuvent se permuter. C'est pourquoi le football moderne aujourd'hui, on dit il n'y a pas de latéral. Il n'y a pas de milieu de couloir. Parce que on croit tous que... Non, en fait, vous venez sur le mot piston. Piston n'existe pas au foot. Merci pour la rectification. Piston n'existe pas au foot. C'est juste des mots qu'on a utilisés pour tromper. Quand on dit piston, qu'est-ce qu'on dit? On appelle quoi? Revenons sur la relation alors. Ok. Maintenant, dans la relation des deux, c'est une relation inter. L'autre peut faire le travail de l'autre, l'autre peut faire le travail de l'autre. Mais juste que le milieu de couloir ne peut pas forcément faire le travail du latéral défensif. Il peut faire, mais à un certain niveau, il va s'arrêter. Mais le latéral, il doit être capable de faire le travail de l'offensif parce qu'il va se retrouver là-bas. Le football moderne, on dit tous les latéraux. Ils passent en dédoublement pour jouer. Ils passent en dédoublement pour jouer. C'est pourquoi, à un certain moment, vous allez voir les latéraux, à un certain moment dans le futur, ils deviennent plutôt milieu de couloir. On a vu ça avec Gareth Bale, donc on a changé. Patrice Evra qui est quitté du milieu du couloir, il est descendu en latéral. Donc c'est un poste qui se suit, qui se suit. On travaille tout ça. Et les joueurs comme Robertson, qui étaient à côté de Sadio Mané, on ne trouvait pas la difficulté de Sadio Mané. À chaque fois que Mané a un ballon, Robert passe, petit ballon, l'autre joue. Donc, ils sont comme des joueurs. Et même à plusieurs reprises, on a vu un Mohamed Salah, autant pour moi, un Sadio Mané, difficile de parler de Sadio Mané et de ne pas évoquer Salah alors qu'ils ont fait des beaux jeux de Liverpool. Donc je reviens sur mon observation. On a quelquefois observé cette intelligence de jeu que tu viens d'évoquer entre Robertson et Mohamed Salah. À plusieurs reprises, on a même vu Sadio Mané profiter de l'appel de Robertson. C'est-à-dire, Robertson, en faisant l'appel, il décale les défenseurs. Il appelle l'intention du défenseur sur lui. Maintenant, Sadio Mané profite pour profiler et il parle. Exactement. Et c'est cet aspect du jeu que je veux qu'on analyse actuellement parce que Sadio Mané est quelquefois passé derrière un attaquant qui est constamment efficace dans les zones centrales. Donc, lorsqu'on revient à ces périodes de face-là, lorsqu'il y avait Firmino, à plusieurs reprises, on a vu Sadio Mané dézonner et se retrouver en attaque centrale, donc au poste de Firmino, et faisant souvent des courses au milieu et au-delà de son attaquant le plus avancé. Donc, on a vu quelquefois Sadio Mané dans ce schéma-là. Ma question est de savoir qu'est-ce qui peut motiver cette envie constante de marquer chez un joueur qu'on attend pourtant souvent à l'avant-dernière passe, au centre ou à la dernière passe? Détermination. C'est ça qui le motive le plus.
Donc ça veut dire, ça peut dépendre des consignes du coach. Ce qui est sur les consignes du coach sont à l'intérieur. Pour être déterminé, on marche sur certaines règles. Même temps, la détermination est personnelle. Le coach peut donner les consignes. Si je ne suis pas déterminé, ça ne va pas marcher. Mais c'est un joueur très déterminé. Donc la motivation, c'est la détermination. Est-ce que ce n'est pas l'envie de vouloir se montrer, de montrer que je peux aussi marquer, être la star de l'équipe? Non. Parce que ça se voit dans son jeu. Il n'est pas égoïste, égocentrique envers lui, envers sa personne, mais il partage. Quand on le reproche, il accepte le reproche. Tout ce qu'on lui dit, il accepte que c'est le foot. Et il sait que c'est collectif. Il ne joue pas individuellement. Il essaye de partager. Parce que lorsqu'on regarde même avec l'équipe nationale du Sénégal, il est presque en 10. Exactement. Vous me prenez la transition parce qu'il est presque en 10. Avec son jeu à l'équipe nationale. Avec son jeu à l'équipe nationale, il est presque en 10. Parce qu'on a compris qu'il a cette facilité de ramener, il a cette facilité de partager. Et maintenant, on a parlé la dernière fois, sur le côté de Mohamed Salah, parlant des milieux de terrain offensifs qui sont les derniers distributeurs du ballon. Maintenant, c'est où on revient alors pour dire, lorsqu'on constate la facilité du joueur à dispatcher, là, on peut le mettre en 10. Parce que Mohamed Salah, même avec l'Égypte, c'est le même poste pratiquement. c'est en 10 qu'on l'occupe. Parce qu'on sait qu'il a l'intelligence, il est doué, il a cette capacité de donner la dernière passe. Parce que c'est très très difficile. La dernière passe au football, c'est très très difficile de donner une dernière passe. Exactement, la preuve. Lorsqu'on parcourt le football africain actuellement, c'est difficile de sortir un 10 comme on a l'habitude de dire. Parce que généralement, ceux qui jouent en numéro 10, voilà, ceux qui jouent en numéro 10 de nos jours, en club, c'est généralement des milieux de couloir ou des ailiers qu'on repositionne comme numéro 10 une fois venu à l'équipe nationale. C'est dit que c'est pour vous donner raison sur le fait que c'est difficile de retrouver des joueurs capables de donner la dernière passe, le bon intervalle. Et vous avez évoqué tout à l'heure l'intelligence. Ça me permet également d'entamer l'une des parties de cette analyse qui concerne l'observation cognitive du jeu de Sadio Mané. Lui qui a été recruté comme ailier droit de transition, on en a parlé, et il faut dire que l'arrivée de Salah et l'émergence des arrières latéraux ultra offensifs de Liverpool, on a parlé de Trent Alexander-Arnold et Robertson, et ont permis à Mané de progresser également vers le poste d'attaquant intérieur qui joue depuis la gauche. Parce qu'on a parlé, ces trois, Firmino, Salah, Mané, ils avaient cette capacité à permuter et chacun se retrouve sans aucune difficulté. Maintenant, après cette observation, la question que je te pose c'est qu'est-ce qui peut donc favoriser cette compréhension et cette adaptation rapide? C'est le discours du coach. Ce n'est pas une adaptation rapide. C'est un fait de l'entraînement. C'est un fait de travail. Puisqu'il ne peut pas se retrouver là au hasard. On a l'impression que pendant le jeu, il s'est retrouvé au hasard. Mais ce n'est pas au hasard. Ça veut dire que c'est quelque chose qui travaille constamment aux entraînements. Ils s'entendent dans ce qu'ils vont faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la complémentarité de poste à chaque fois lorsque nous sommes en train de jouer. Même en défense, ça se travaille. Pourquoi? À tout moment, lorsque Robertson fait, va pour centrer, il y a le milieu défensif là qui est toujours en repère pour partir le couvrir. Et il y a le défenseur central, gauche, qui est toujours prêt à couvrir son côté. Il y a toujours une complémentarité là qui leur permet à travailler ensemble. Du coup, on voit Sadio Mané là pourquoi? Lorsque Firmino fait un appel sur le côté, Sadio Mané a déjà vu Firmino partir sur le côté. Il ne va pas partir doubler sur Firmino. Directement avec son intelligence, il remplace Firmino parce que Firmino a laissé l'espace vide. Ils ont juste changé. Et c'est de la même chose que ça arrive avec Salah de l'autre côté. Ils ont la capacité de se changer. Et là maintenant, c'est dans leur intelligence pour embrouiller l'intelligence de l'adversaire aussi. Voilà, donc, il faut également préciser que Sadio Mané, c'est quelqu'un qui faisait énormément de courses diagonales
dans la surface adverse. Je prends un exemple pour illustrer ce que je dis. Sur un ballon qui vient sur la droite, par exemple, il se déplace dans la surface de réparation en partant de la droite. Le plus souvent, il surprend même le défenseur adverse en passant devant lui. On a une capacité de vitesse et d'accélération également. Je veux dire, comment est-ce qu'on travaille les déplacements à l'entraînement? Et quelle peut être la différence entre ce travail à l'entraînement et la réalité dans le match? Pendant les entraînements, le déplacement des avant-centres se font plus en diagonale. Parce que courir devant répète juste ce qui se passe dans l'entraînement. Pendant les entraînements, c'est une force à répétition. On répète et on a raté. On répète, on fait un centre, on répète. Pourquoi? Si ils sont trois placés, ils sont placés à trois. Lorsque une personne coupe à gauche, l'autre coupe à droite, il faut qu'une personne qui va couper au milieu. Et ce déplacement-là permet à embrouiller les défenseurs pour que les défenseurs ne puissent pas le marquer à la culotte. Et maintenant, les joueurs avec ces capacités, comme ces trois-là, un duo de trois, ils sont un trio de trois qui sont d'abord rapides, fins, efficaces et techniques à la longue, intelligents pour finir. Ils permettent à l'adversaire de ne jamais comprendre ce qu'ils vont. C'est pourquoi ils ont eu le temps d'être à la tête de l'Europe pendant 2 ou 3 ans. Oui, exactement, c'est ça. Et même en première ligue, parce qu'ils ont renoué avec la victoire en championnat. Et Sadio Mané, le Sénégalais, faisait partie des grands artisans du retour de Liverpool à la tête de la première ligue après, je pense, plus de 30 ans de disette en première ligue. Et quand tu as évoqué la réussite devant les buts, dans tes propos tout à l'heure, et je pense que on n'en parle pas assez, mais 92% des buts de Sadio Mané, ça peut paraître anodin, mais 92% de ces buts, soit 162 buts de Sadio Mané en carrière, ont été inscrits dans la surface des réparations. Alors que c'est un millier, c'est quelquefois un 10 en équipe nationale, je vais donc savoir. Comment le numéro 10, avec les noms de la champion d'Afrique, un ailier de prime abord avec Liverpool, peut marquer 92% de ses buts à l'intérieur de la surface. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourtant, ce n'est pas un attaquant de pointe qui il se retrouve constamment dans la surface de réparation. On peut comprendre que voilà, quelquefois Firmino fait des déplacements, mais ce n'est pas tout le temps que Firmino n'est pas là. Qu'est-ce qui peut expliquer autant d'efficacité dans la surface de réparation? On dirait je sais pas quoi, je sais pas quel grand attaquant, comme on dirait un Samuel Eto'o, ou bien je sais pas trop quoi, un autre grand attaquant africain. Sadio Mané a une particularité, la maîtrise de balle. La maîtrise de balle au pied. Avec cette maîtrise de balle au pied, il a la capacité d'éliminer les défenseurs à tout moment et à toute fois qu'il la touche. Et il a compris que pour marquer un but, il faut être près des goals. Pour être près des goals, il faut être dans la surface. Peut-être dans son intelligence, il a vu que frapper à distance pour lui ne le sourit pas. Mais quand il est dans les 16, ça lui donne la capacité de jouer. Parce que c'est un joueur qui vivote beaucoup entre les joueurs. Il dribble beaucoup, il passe beaucoup et il centre moins. Et c'est aussi la fonction, la qualité du nouveau système de jeu. Parce que le nouveau système, ce qui fait qu'ils centrent moins, c'est parce que à chaque fois qu'ils ont les ballons, quand les buts latéraux veulent passer, eux, ils basculent à l'intérieur. Du coup, dès qu'il a basculé à l'intérieur, lorsqu'on veut faire un centre, on fait un ballon en retrait, lui fait son contrôle, il est déjà dans la surface et il a placé son ballon. Donc il sait qu'à toute fois qu'il est dans les 16, il connaît d'où les goals sont placés parce que les goals sont placés où? Les goals sont placés à l'axe des surfaces de réparation. C'est notre champ d'analyse du jeu de Sadio Mané. On l'a dit au départ de l'émission, c'est lorsqu'il était sous les ordres de Jürgen Klopp. On a évoqué quelquefois son attitude et son placement en équipe nationale sous les ordres d'Aliou Cissé. Il faut dire qu'il est toujours en activité, il est toujours international sénégalais. C'est la raison pour laquelle je veux
fait un parallèle avec son jeu en équipe nationale du Sénégal. On en a parlé. Du côté de Liverpool, c'est sur le côté. En équipe nationale du Sénégal, c'est en numéro 10. Est-ce qu'il y a un lien de la formation entre le 10 et le couloir? Est-ce que quand on est milieu de couloir, on est censé avoir des qualités pour exercer également comme 10 ou c'est tout simplement le jeu? C'est pas tous les milieux de couloir qui peuvent finir en 10, qui peuvent jouer en 10 autant pour moi. Il y a des génies qui peuvent jouer en 10, ils peuvent jouer au milieu de couloir, ils peuvent jouer avancé. Il y a les joueurs d'où on développe leur talent au fur et à mesure tu te trouves. Celui-ci là, au lieu de jouer au milieu de couloir, si on le met en 10, on gagne tout. Il y a des joueurs comme ça. Et maintenant, venons sur Sadio Mané. Le coach Aliou Cissé trouve que avec son talent, son intelligence, son palmarès qu'il apporte, sa capacité de jeu et son professionnalisme, il préfère utiliser Sadio Mané en son 10 parce qu'il veut plus cadrer les deux. En tant que numéro 10, on a quand même, dans le jeu du Sénégal, on a quelquefois vu Sadio Mané avoir des réflexes de Liverpool et quelquefois se positionner quand même sur le côté gauche de l'attaque des Lions de la Teranga du Sénégal. Maintenant, essayons un peu, c'est vrai, voilà, c'est compliqué de ressortir les points faibles des joueurs comme Sadio Mané, mais avant de s'attarder sur ces points faibles, coach, tu as évoqué tout à l'heure ces grands noms du football africain, leaders dans leur club et qui étaient capables d'apporter le palmarès, leur intelligence, leur capacité lorsqu'ils sont en équipe nationale au point d'occuper des postes qui ne sont pas forcément les leurs lorsqu'ils jouent en club. Mais c'est vrai, bon, je vais évoquer un joueur et c'est un joueur qui ferait également l'objet d'une analyse dans cette émission On Sport Talk. Vous le savez, à vous qui nous regardez, voilà, l'émission, voilà, on a besoin de vos retours également. Et les retours, vous le savez très bien, c'est en commentaire. N'hésitez pas de nous mettre en commentaire les joueurs que vous aimiez voilà, voir dans cette émission. Vous nous donnez-nous en commentaire et on se fera un plaisir de discuter également de la performance et analyser le jeu du joueur que vous aurez autant pour moi choisi ou mentionné en commentaire. Et en parlant des joueurs dont je voulais évoquer un tout petit peu Riyad Mahrez, qui a un profil également à la Mané, à la Salah. Quand je parle du profil, je parle du joueur couloir qui joue sur les côtés. Mais en équipe d'Algérie, on n'a jamais vu un numéro 10. Vous savez qui? Ah, d'accord. Bon, là, vous m'avez trouvé le mec. Parlons des points faibles maintenant. Sadio Mané, en 6 saisons avec Liverpool, il n'a jamais atteint la barre des 10 passes décisives en une saison. Et dans l'ensemble de sa carrière jusqu'à présent, il est à 58 passes décisives en plus de 400 matchs. Comment interpréter ce manque important au niveau de la dernière passe alors qu'on a le gros dorsal numéro 10 sur son dos? Je vais revenir sur le fait que j'ai d'abord évoqué. C'est pas tout le monde qui a la capacité à donner la dernière. Mais vous avez dit tantôt que Sadio Mané c'est un technicien. Sadio Mané c'est un technicien parce que c'est avec le temps qu'il a acquis cette expérience. C'est pourquoi vous allez constater que c'est dans ces derniers moments-ci d'où il a la capacité maintenant de facilement dispatcher, facilement de donner des dernières passes. Par contre, aux années intérieures, il a travaillé énormément. C'est dans sa maturité du jeu qu'il a compris certaines choses. C'est pour ça que de fois du soir, le football, c'est pas pour l'enfant, c'est pour le vieux. Exactement, et ça se remarque tout de même en ce début de saison en Saudi Pro League du côté de l'Arabie Saoudite. Pour sa deuxième saison, on a vu les débuts de Sadio Mané
passe décisive pour Cristiano Ronaldo lors de la première journée. Et je pense que vos propos se confient parce que Sadio Mané aujourd'hui, c'est 32 ans. Et je pense que voilà, sa carrière, elle est beaucoup plus... Elle est beaucoup plus derrière lui. exactement, elle est Et beaucoup maintenant, plus son derrière niveau de réflexion change aussi en fonction de tous les matchs qu'il a joué, dont il a grandi, il est devenu mature, même sa façon de jouer avant. Quand il regarde ses vidéos, il se regarde aujourd'hui, lui-même il rit d'abord, il dit qu'avant je courais beaucoup, hein, peut-être s'il fallait que je donne la passe sur le bébé. Du coup, ça entre, ça forme encore plus d'intelligence pour lui. Maintenant, en évoquant ces points faibles, en travaillant, même en faisant mon travail de recherche par rapport aux faiblesses de Sadio Mané, ma petite conclusion est que ces joueurs du niveau de Sadio Mané, de Mohamed Salah, accentuent le travail sur leur qualité afin de combler leur manquement. Est-ce à dire que lorsqu'on fait une introspection, lorsqu'on veut, ou bien lorsqu'on est un joueur de haut niveau, ce serait bien de s'appesantir sur ses forces et ignorer complètement ses carences? De fois, à un certain niveau, lorsque vous trouvez que vous ne pouvez pas revenir sur certaines choses, vous devez plutôt utiliser ce qui est plus fort pour couvrir ce qui ne va pas. Et c'est la même chose qui se passe avec tous ces joueurs. Lorsque on voit Sadio Mané jouer, il utilise tout son travail. Il peut faire jouer tout le ballon qu'il peut jouer. Et maintenant, d'autres marques, d'autres donnent des passes décisives parce que c'est qu'il a ces manquements-là. Donc, du coup, on ne va pas voir ça immédiatement parce que c'est après étude qu'on va vraiment comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'on a vu le travail et l'apport qu'il a donné. Du coup, ça a caché ce petit côté qu'on dit que mais il ne marque pas beaucoup. Mais pas de passe décisive. Oh, comment ça? Mais le travail qu'il a bas là, c'est ça que nous, on vient de voir. Avec le temps, on découvre certains jeux. Donc, ils se mettent dans une qualité de travail immense pour pouvoir couvrir leurs déchets qu'ils ont. Et c'est fait partout. Exactement. En parlant même du travail pour illustrer des propos, on se souvient quelquefois, sous les ordres de Jürgen Klopp, on a vu Sadio Mané sortir quelquefois à la 75e minute, à la 60e minute, et quelquefois également, on l'a vu même manifester son mécontentement vis-à-vis du coach. Pourtant, aux yeux du coach, il avait peut-être donné satisfaction parce qu'il avait un but précis. Parce que physiquement, on le sait très bien, Sadio Mané c'est un monstre. Donc c'est quelqu'un qui pèse énormément sur les défenses. Mais pour le commun, pour les férus de statistiques comme nous, quand il n'y a pas de passe décisive, ni de but, on a l'impression que qu'il n'a rien foutu. Et même le joueur a souvent ce ressenti-là. Et je veux savoir, en tant que coach, qu'est-ce que vous dites à votre joueur lorsqu'il estime qu'il n'a pas marqué, qu'il n'a pas fait la passe, alors que vous, pour vous, l'objectif qui lui était assigné a été rempli? De ne pas baisser les bras, de continuer à travailler sur cela. Parce que ça, on s'avait dit qu'on va accentuer aussi sur cela. Le travail d'efficacité, on va accentuer le travail là-dessus pour essayer d'améliorer son efficacité. En tout cas, merci Coach Tala pour votre intervention dans cette autre production de votre émission On Sport Talk. Je vous l'ai dit à l'introduction, c'est une émission qui analyse, qui décortique, qui débriefe les performances des sportifs africains. On en a terminé pour cette autre production. Permettez-moi la répétition. On va remercier le coach de nous avoir permis de bénéficier de quelques minutes de son temps très chargé. Merci coach une fois de plus. Merci à vous Hervé et merci à On Sport déjà de me permettre de parler sur les médias parce que c'est souvent très important pour nous. Parce que des fois on peut croire qu'on connaît déjà mais on a une limite sur certaines choses. Ça nous permet aussi de développer et apprendre à certaines. Merci à vous de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Vous le savez, on ne peut terminer cette émission sans rappeler notre devise. Vous likez, vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez, vous commentez en précisant
le nom du joueur que vous aimeriez voir dans cette émission pour analyse de ses performances. On se retrouve pour la prochaine émission. À très bientôt.